Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième journée de réflexion autour du scénario organisée par le SCA, les scénaristes de cinéma associés. On est très heureux de faire ces journées, d'être accueillis ici par le CNC pour pouvoir débattre un peu de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont, on vous l'a rappelé, je pense déjà hier, aussi à l'intérieur du livre qu'on a sorti aux éditions Anne Carrière il y a un mois, qui s'appelle Scénariste de cinéma, un autoportrait. Alors voilà, c'est tout au long de ces années de réflexion entre scénaristes, on s'est beaucoup heurté, confronté à ce qu'on peut appeler une sorte de rêve américain, de fantasme américain ou de modèle américain, finalement, selon la manière qu'on a de le voir. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. On dit « Ah, mais en Amérique, le scénario, c'est 10% du budget. Ah oui, mais aux USA, tout le monde est beaucoup mieux payé, mais il y a plus de protection. Et puis, il suffit que les scénaristes fassent une grève et ils obtiennent ce qu'ils veulent, etc. » Donc, on s'est dit qu'on allait essayer d'y voir un peu plus clair dans ces rumeurs, ces fantasmes, ces exemples réels. Et pour ça, on a invité Jérôme Pacouré, qui est donc docteur en sociologie de l'EHESS et qui enseigne aujourd'hui dans des cadres universitaires qui sont le CE2SP. Comment vous prononcez ? Alors ça, c'est le CESP, Centre européen de sociologie de sciences politiques. C'est mon labo de thèse et de rattachement. Et le postdoctorat à l'IRMSN, c'était un postdoctorat recherche sur un autre sujet désormais. Ok, merci Jérôme. Alors Jérôme, c'est pas un inconnu. Moi, je l'ai rencontré il y a plusieurs années parce qu'il fait un travail, il a fait une thèse passionnante sur la notion d'auteur au cinéma. Qui est l'auteur d'un film, hein, c'est quand même une vraie question qui est au centre de nos problématiques de scénaristes. L'auteur légal, l'auteur artistique, etc. Et il l'a fait en comparant le système américain qui est basé sur le copyright et le système français qui est basé sur le droit d'auteur. Donc c'est la personne idéale pour répondre à toutes nos questions. On le connaît aussi parce qu'on lui a demandé, comme il est très calé, c'est un peu la personne la plus calée en ce qui concerne l'histoire des organisations et des représentations des auteurs au cinéma. On lui a demandé de préfacer notre livre. Donc si vous avez le livre, vous voyez sa préface où il situe le SCA aussi dans un champ français, quoi. Représentation. Voilà, merci. Et voilà, donc on lui a demandé de venir nous présenter un peu comme tu veux, Jérôme. C'est-à-dire tu connais très très bien ton sujet. Donc ce qu'on s'est dit, comme on ne connaît pas en revanche bien notre public, c'est-à-dire que parmi vous, il y a des gens qui sont très calés, d'autres qui viennent parce qu'ils ne savent rien. Donc on s'est dit qu'on allait procéder un peu par étapes, faire un peu des petites présentations de certains points, de certaines notions. Et puis après, on s'arrête et quand il y a des questions, on répond tout de suite plutôt que de faire un gros cours magistral où peut-être certains d'entre vous vont être largués tout de suite. Voilà. Oui. Alors peut-être pour commencer, du coup, ce que je te propose, c'est d'évoquer un peu certaines représentations françaises du copyright, donc le copyright vu par les Français. Alors tu as évoqué certains... Tu veux dire comment on imagine le copyright ? On est super bien payé et puis après les gens font ce qu'ils veulent, c'est ça ? C'est ça. Alors moi j'ai rencontré des représentations françaises du copyright, notamment en conduisant des entretiens auprès de réalisateurs. C'était une des premières, et de réalisatrices, une des premières opérations de recherche que j'ai faites. Et c'est vrai que le copyright suscite... déjà est connu de beaucoup de réalisateurs français, ce qui n'est pas le cas du droit tchèque ou même espagnol. Et ensuite, il est associé à des points de vue un peu contradictoires, un peu ambivalents et en tout cas très normatifs, quoi. Tu veux dire qu'on pense tout et n'importe quoi sur le copyright qu'on ne connaît pas ? Pas n'importe quoi complètement non plus. Ce qui est le plus connu, c'est l'absence de droit moral en droit américain, voilà, qui est une réalité, hein, qui a des conséquences sur la division du travail, sur la forme des films. Les cinéastes et scénaristes américains se sont mobilisés un peu tout au long du XXe siècle, mais notamment dans les années 80-90 pour en obtenir un, ce qu'ils n'ont pas eu.
Après, donc c'est une réelle différence entre les deux et qui est très connue. Par contre, sur le côté rémunération et droits économiques et d'autres types de droits des scénaristes et auteurs américains, les choses sont moins connues et la perception française est plus ambivalente. Et effectivement, cette idée de tu touches beaucoup d'argent d'un coup et après tu n'as plus rien, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Et aussi l'idée que la France, en raison de ce qui est perçu comme des défaillances de la rémunération proportionnelle, s'approcherait du copyright, où en fait la pratique du droit d'auteur en France serait une forme de copyright déguisé. Voilà. Donc il y a, je vais vous apporter des éléments de précision sur le droit d'auteur et le copyright qui permettent de nuancer, voire de contredire certains de ces points. Mais ce qui est important d'avoir en tête, enfin, ce que j'ai pu constater moi dans ma recherche, c'est que cette vision, c'est pas seulement le reflet de la connaissance que peuvent avoir les réalisateurs de ce droit étranger, ni des particularités de ce droit. C'est aussi lié aux concurrences à la fois économiques et symboliques entre les cinémas français et américains. Et le copyright a été pendant des années, même des décennies, construit, discuté en France comme surtout un contre-modèle qui serait à la fois l'explication et le symbole d'un cinéma américain plus mercantile, voire d'une culture américaine plus mercantile, etc. Et ça, c'est un véritable raccourci, quoi. Le cinéma américain, vous le savez toutes et tous par votre cinéphilie ou certaines. C'est un cinéma qui est très varié, et dire que il est plus mercantile que le cinéma français, c'est d'une part oublier certains films français et d'autre part oublier beaucoup de films américains. Voilà. Et cette vision un peu symbolique, enfin, comme symbole, comme contre-modèle du copyright, elle a aussi été construite par des juristes. Alors, je ne sais pas si des juristes sont dans la salle nous avons une juriste. Oui. Alors, il ne faudra pas hésiter à me corriger sur certains points un peu plus tard, mais il y a eu des concurrences fortes entre juristes français, américains et européens pour la définition du droit international de la propriété littéraire et artistique, et notamment cinématographique, autour de la Convention de Berne, des concurrences qui ont commencé dès le début du XXe siècle, et dans lesquelles des juristes associés à la définition du droit, qui ont joué un rôle très important, étaient en concurrence donc avec leurs homologues étrangers, ce qui était favorable, ce qui était propice à, disons, des représentations très idéalisées en France de ce qu'est le droit français et à la construction du copyright comme contre-modèle. Voilà. Donc il y a des enjeux de concurrence non seulement parmi les professionnels du cinéma français et américain, mais aussi parmi les juristes. Voilà. Continue. Enfin, tout le monde suit jusque-là. C'est pas voilà. Bon, donc, comment tu peux définir le copyright Alors, moi, j'ai une question. C'est-à-dire, on parle des États-Unis, mais je sais qu'il y a d'autres pays. Moi, j'y connais rien, donc je suis la bonne personne. Il y a d'autres pays en Europe aussi qui sont plutôt sous le régime du copyright. Est-ce que tous les pays qui travaillent sous le régime du copyright, c'est le même régime, ou est-ce que les Américains, c'est encore particulier avec d'autres pays en Europe? Oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai moins étudié. Oui. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un droit, le droit de propriété des films, droit d'auteur et copyright, qui est très internationalisé. Donc, et ça, depuis le début du XXe siècle, c'est même d'abord la Convention de Berne en 1908 qui a intégré le cinéma comme œuvre protégée, comme œuvre artistique protégée par le droit de propriété artistique. L'existence de cette convention a entraîné un phénomène non pas seulement de convergence, mais de construction commune en fait, du droit d'auteur français, y compris du copyright, qui a été
beaucoup définie en relation avec la Convention de Berne, y compris avant son adoption par les États-Unis. En Europe, donc, les pays sont membres de la Convention de Berne, tous ou la plupart, si je ne me trompe pas. Ouais. Ce qui se traduit... mais la Convention de Berne n'homogénéise pas, ne précise pas quels sont les auteurs de films. Il y a eu des batailles pendant des décennies là-dessus pour parvenir à une définition plus substantielle de ce qu'est l'auteur de film. Voilà, mais cette question n'a jamais été tranchée, donc il revient aux États de définir qui est l'auteur, avec des définitions variables selon les pays. Et après, certains pays comme la Grande-Bretagne sont plus proches du copyright américain, qui vient aussi de Grande-Bretagne, mais avec des nuances dans les droits des auteurs, voilà. Et un autre facteur disons, de convergence ou d'harmonisation, c'est le développement d'un droit européen à ce niveau-là. Mais je parlerai moins du coup d'autres pays européens. Donc je te laisse nous expliquer en quoi consiste le copyright et le droit d'auteur aussi. Oui. Alors, pour avoir une vision, disons, un peu plus dépassionnée des droits des auteurs français et américains, je pense qu'il est quand même important de savoir d'où viennent ces droits, très brièvement. Et je vais le faire vite, mais en gros, l'application du droit d'auteur et du copyright au cinéma, ça date des années 1910. C'est lié à deux types de conflits qui sont traduits devant les tribunaux. Un premier, c'était le fait que les sociétés de production cinématographique à l'époque avaient pour beaucoup l'habitude de copier les films de leurs concurrents et de les vendre, quoi. Juste de faire une copie et de les vendre comme si elles les avaient produits. Ce qui a généré des tensions entre elles, bien sûr. Et le deuxième type de litige qui a été déterminant, c'est les adaptations littéraires. Les sociétés de production, les entreprises de production de l'époque s'embarrassaient pas des droits des écrivains et adaptaient à la sauvage, on dirait maintenant, des livres ou des pièces. Alors, ce qui a suscité, bien sûr, une réaction outrée, très vive des sociétés d'écrivains, de dramaturges, de la SGDL, de la SACD, de l'Authors League aux États-Unis. Donc ces deux types de litiges ont lieu à la fois en France et aux États-Unis. Et dès les années 1900 et 1910, ils sont, disons, une solution juridique est trouvée dans le cadre de la Convention de Berne, traduite en droit français, et du copyright américain, qui consiste donc à assimiler les films à des œuvres littéraires artistiques, et donc, de fait, à leur associer un auteur. Donc, dès ce moment-là, le cinéma a juridiquement un auteur. Mais à cette époque, il n'est pas précisé lequel. Et dans les années, à partir des années 10 et surtout 20, quand se sont davantage différenciés les métiers de producteur, de scénariste et de réalisateur, dans les deux pays, ces trois groupes ont chacun revendiqué le statut de seul auteur et propriétaire des films. Et les droits qui vont avec. Et les revendications à l'époque, donc portées par des organisations soit nouvelles, soit anciennes, comme la SACD, étaient en gros une forme le droit de paternité, le droit de dire, d'associer son nom, d'être reconnu comme un auteur, d'associer son nom au film et de considérer que c'est le film d'un tel. Le droit moral, et notamment à travers le droit moral, la possibilité de protéger son pouvoir ou d'accroître le pouvoir dans le cadre de la fabrication des films, donc ne pas faire n'importe quoi en termes d'adaptation d'un scénario, ne pas modifier le montage voulu par les réalisateurs, etc. Donc des revendications autour du droit moral lié à la fabrication des films, et ensuite à leur diffusion, et des revendications économiques, et très tôt, revendications de rémunération proportionnelle, revendications de gestion collective. Voilà, autant de revendications qui ont été portées dans les deux pays, par chacun de ces groupes, et dès les années 20. Et en fait, contrairement à une mémoire
de l'émergence de la notion d'auteur qu'il l'associe à la nouvelle vague. En fait, la notion d'auteur, l'idée que le réalisateur ou le scénariste, le producteur sont des auteurs principaux, seuls auteurs, c'est en fait un débat, une représentation du cinéma qui existe dès les années 20. Où ces trois groupes se disputent le statut d'auteur au nom chacun de conceptions du cinéma un peu différenciées, mais chacun en affirmant que le cinéma est une forme d'art original, différente de toutes les autres et personnelle, etc. Voilà. Donc ça vient de l'histoire du droit d'auteur et du copyright, c'est pendant en tout cas la première moitié du siècle, c'est l'histoire de ces batailles-là entre producteurs, scénaristes et réalisateurs. Et ça continue, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voit que ça n'a pas, ça évolue évidemment, mais enfin l'enjeu est toujours là quand même. Oui, alors toujours celui-là. Ça continue un peu dans d'autres formes, il y a des évolutions, je ne vais peut-être pas, mais il y a encore des tensions effectivement, mais disons que ces tensions étaient plus vives dans la première moitié du siècle, et disons à un moment où les inégalités de reconnaissance étaient moins marquées entre ces trois groupes. Et progressivement, les réalisateurs ont acquis une reconnaissance plus forte, qui s'est traduite par aussi plus de pouvoir dans la fabrication des films, etc. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de choses que j'étudie dans ma thèse, mais là, bon, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les questions de droit. Moi, questions de droit qui m'ont intéressé parce que justement, c'est c'est la négociation du droit d'auteur et du copyright, ça a été un des espaces de définition des auteurs de films, pas le seul, hein, mais un des espaces où se sont affrontés producteurs, scénaristes et réalisateurs pour être reconnus comme des auteurs. Et ces luttes, même si les revendications étaient équivalentes dans les deux pays, ont abouti à des lois différentes. Et même qui présentent un certain nombre de différences. Donc là, d'abord, pour comprendre un peu les différences entre les droits des auteurs français et américains, il faut connaître un petit peu ces différences dans les législations nationales sur du droit d'auteur et du copyright. Oui, alors on y vient. Voilà. Donc, disons, l'architecture, l'essentiel des droits des auteurs français et américains, en tout cas ceux qui sont codifiés par le droit d'auteur et du copyright, ont été négociés dans les années 50-60 et ont abouti à la loi de 57 sur le droit d'auteur, et en France le Copyright Act de 76 qui a été négocié un peu plus tôt, dans les années 50 et début 60. Alors, les principales différences, elles sont relativement connues, en tout cas, on peut les lire dans des travaux français, les organisations professionnelles les connaissent. La première, c'est dans la définition de l'auteur de film. Donc en France, une liste d'auteurs présumés, scénaristes, enfin différentes catégories, metteurs en scène, puis réalisateurs, compositeurs et auteurs de l'œuvre adaptée. Voilà, ça c'est la liste d'auteurs présumés qui est un compromis trouvé entre les scénaristes et les réalisateurs français aussi au moment de la négociation de la loi. C'est-à-dire dans un film, tous les scénaristes, les réalisateurs et les auteurs des œuvres originales quand c'est une adaptation et les compositeurs sont les auteurs. Les co-auteurs présumés. Les co-auteurs présumés. Ensuite, côté américain, il n'y a pas à proprement parler de définition de l'auteur de film. Il n'y a pas une liste comme ça, etc. Il y a une règle qui ne s'applique pas seulement au cinéma, mais qui a été l'enjeu de lutte pendant des décennies, qui est la règle dite des Works Made for Hire. Works for Hire, c'est les œuvres réalisées dans le cadre d'un emploi. Et selon cette règle, si une œuvre est réalisée par un salarié, l'auteur de cette œuvre et son propriétaire, c'est l'employeur, c'est-à-dire donc dans le cas d'un scénariste ou d'un réalisateur salarié, donc sa société de production qui l'emploie en tant que salarié. C'est le producteur ou les studios. Voilà, qui a le statut d'auteur et le droit de propriété du film. Mais c'est une grosse différence quand même. Alors c'est une grosse différence, mais alors
Déjà, pour le cas des scénaristes, la loi ne s'applique pas nécessairement, au sens où il faut distinguer deux cas. Le cas d'un scénariste qui écrit son scénario sans être salarié d'une société de production, qui va le proposer à une société de production et par chance, réussite, talent, mettez le mot que vous voulez derrière, et la société acquiert les droits. Dans ce cas-là, donc à l'origine, c'est lui l'auteur, il cède ses droits. C'est plus proche de la situation française. Donc deux catégories de scénaristes. C'est-à-dire on peut écrire un film aux États-Unis sans être payé. Oui, voilà, ça arrive aussi. Comme en France. Oui, mais je veux dire sans que le film soit une commande d'une certaine façon par un producteur. On peut essayer de le vendre après. Oui. Et cette distinction, elle a été importante historiquement aussi parce que du coup, tous les scénaristes n'avaient pas les mêmes intérêts juridiques. Parce que ceux qui étaient en mesure de vendre des scénarios comme ça n'avaient pas forcément les mêmes intérêts en matière de copyright et de droit du travail, je vais y venir, que d'autres scénaristes qui, eux, étaient salariés, un peu les soutiers, disons, des sociétés de production. Ensuite, donc, première différence entre les deux lois, qui est aussi à relativiser un petit peu au sens où, disons, les auteurs français ont le statut d'auteur et la propriété, mais avec la règle de la présomption de cession, par la signature de leur contrat, le contrat, c'est un contrat de cession de droit quand même. Donc c'est qui consiste à transférer ce droit en tout cas un certain nombre de droits au producteur, le droit d'exploiter le film. Deuxième différence importante en termes de rémunération. Oui. Oui. C'est la société, c'est disons, la personne morale qui emploie c'est pas le producteur au sens de personne physique. Voilà. Une deuxième différence bon, je précise que je vous donne un point de vue de sociologue sur le droit, donc je pourrais être critiqué. Voilà. Vous avez la mission de crier dès que vous trouvez. Ouais. Alors, sur le plan économique, différence qui vous intéresse, c'est la question de la rémunération proportionnelle, donc, qui est prévue en droit français pour les auteurs, alors que le copyright autorise la cession de droit pour une somme fixe. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Pour une somme fixe, pour un forfait. C'est pas d'obligation de rémunération proportionnelle. D'accord. Différence, bon, qui est à relativiser en pratique, hein, ça je pense vous le savez, disons, disons la rémunération proportionnelle, c'est un peu plus compliqué en France que simplement... Oui, on en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a très peu de remontées de recettes sur les films, les sorties salles, et donc effectivement, même si théoriquement dans nos contrats on a une rémunération proportionnelle, et très très peu arrivent à la toucher, elle est très modique. Voilà. Oui. Ah oui. Oui. En tant que scénariste américain, si je cède mes droits, ça veut dire que même si le film ne se fait pas, du coup, il y a la garantie d'une rémunération à la fin. Complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on va pas forcément, il n'y a pas le système on va toucher ensuite un peu plus d'argent si le film se fait ou pas. Il n'y a pas ce système-là aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a des échéances dans la rémunération ? Est-ce qu'il y a un calendrier de ces rémunérations lié à la fabrication du film ? Alors, j'ai pas encore évoqué ça, mais ça va être une bonne partie de mon intervention. Il y a des droits ensuite de certains scénaristes
qui sont codifiés par une forme de convention collective d'accord professionnel qui prévoit un certain nombre de choses. Par contre, pour répondre à votre question en termes de copyright, d'abord, tout dépend du contrat, en fait. En termes de rémunération, ça a été les normes telles qu'elles ont été codifiées par la législation américaine ont été beaucoup défendues au nom de la liberté contractuelle. Voilà. Expression qu'on peut critiquer, mais en gros, tout se négocie. Alors que, donc, y compris la possibilité d'une rémunération proportionnelle, y compris éventuellement le moment où le scénariste peut être payé, etc. Alors, moi, je voudrais parler aussi du droit français. Je ne suis pas juriste ni sociologue, mais je suis scénariste. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, en ce moment, on est payé, on a un avaloir, c'est-à-dire une sorte d'avance sur des droits. Et en ce moment, l'usage est que cette somme soit étalée et remise, découpée en échéances qui sont liées à la remise d'une première version ou d'un traitement d'une première version, d'une version définitive. Et souvent, la dernière échéance est à la mise en production du film. Ça aussi, ça se négocie. C'est pas du tout une loi. Ça n'a rien à voir avec la loi du droit d'auteur. C'est-à-dire que aussi, quand vous avez un rapport de force un peu avantageux, vous pouvez négocier avec le producteur de recevoir toute la somme avant que le film soit tourné et qu'une partie de votre rémunération ne soit pas comme ça conditionnée. Ça, c'est un usage. Et au SCA, on travaille beaucoup à le changer, d'ailleurs. Voilà. Alors, tu as tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas opposer un droit qui serait américain, celui de la liberté contractuelle, et un droit français qui serait, lui, très, disons... encadré par la loi, en fait, tout se négocie en termes de temporalité, de paiement, en termes de... Dans la mesure où c'est des contrats, on va dire, qui organisent nos activités de scénariste, qu'on soit dans le système américain ou dans le système français, ce sont des contrats, quoi. Donc à chaque fois, tout se rediscute, tout se négocie. On n'est pas dans un système de convention collective ou de droit du travail. J'ai bien compris. Oui, alors après, je vais venir aux conventions collectives qui, là, donnent des limites à ce qui peut être négocié dans les contrats des scénaristes américains. Mais en termes de copyright, donc pour un scénariste qui céderait son scénario, un scénariste américain qui céderait son scénario, donc il peut négocier par contrat une rémunération proportionnelle, voilà. C'est juste, il n'a pas la... rien n'oblige que le contrat prévoit une rémunération proportionnelle. Et petite précision un peu là-dessus, au moment de la négociation de cette loi, certain nombre de juristes américains se sont demandé s'il était judicieux justement d'intégrer cette rémunération proportionnelle pour un peu avantager les auteurs dans la négociation. Ce qu'a dit la plus haute responsable de l'institution américaine qui se charge de ces négociations-là autour du copyright, c'est que en fait, si on prévoyait une rémunération proportionnelle, sans fixer le montant du pourcentage, le pourcentage pourrait être tout à fait symbolique. Et en fait, cette rémunération proportionnelle pourrait être complètement fictive. Bon. C'est un peu ce qui nous arrive en France. Et en France, on a obligation d'avoir une rémunération proportionnelle dans nos contrats d'auteur. Mais pas du montant. Donc, y a un monsieur qui vous... Alors... Monsieur. Et sur le code de la propriété intellectuelle. On ne vous entend pas. C'est un sujet qui suscite les passions. Je pense que le fondement, c'est le droit. En France, le contrat de droit d'auteur et tout ce qui va avec repose sur le code de la propriété intellectuelle. Et aux États-Unis, non. Alors... Il y a votre voisine d'en dessous qui veut prendre la parole. Oui, monsieur a raison d'évoquer le code. Bonjour, excusez-moi, Sophie Albert, juriste et agent. Je voulais juste préciser qu'il y a le code, effectivement, à la base, mais il y a aussi toute la jurisprudence, voilà. Et puis ensuite, il y a les usages.
Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Mais on parlait de la rémunération proportionnelle, effectivement, ça, on trouve ça dans le code. L'auteur français doit être payé à la proportionnelle, ça c'est la règle. Les usages, là pour le coup, petit à petit, ont mis en place le fait qu'on puisse toucher ce qu'on appelle un minimum garanti, qui est une avance sur cette rémunération proportionnelle, qui est, comme son nom l'indique, en principe garantie. Je dis bien en principe parce que malheureusement, on voit les dérives de plus en plus, et je suis peinée de voir que dans votre livre, vous évoquez jusqu'à 50%. Ah oui, oui. Je suis hallucinée de ça. Les jeunes qui entrent dans la profession, c'est de plus en plus dur Voilà, d'avoir un minimum garanti en totalité. Voilà, pour la somme qui est en risque. Alors pour ceux à qui ça ne parlerait pas, effectivement, comme vous l'avez précisé, ce qui est complètement normal, c'est que le scénariste n'est pas payé de l'intégralité de la somme lorsqu'il a fini son travail. C'est pas normal qu'on lui mette une part en risque. On ne fait pas peser ce risque-là sur les épaules du scénariste. C'est complètement dément. Donc, il y a entre 20 selon, et ça, c'est de la négo pour le coup, il y a entre 20 et malheureusement 50%, je le constate, de cette somme de minimum garantie qui vous est payée en risque. Donc, si le film ne se fait pas, cette somme-là ne sera jamais payée. Ça, voilà, il faut le savoir. C'est vraiment très important. Alors, j'en profite pour vous dire que vraiment la question de la rémunération des scénaristes français et du minimum garanti, pas garanti, de l'indexation et des remontées et de la proportionnelle sera l'objet de la dernière table ronde de la journée. Encadrer la rémunération des scénaristes avec tous les représentants de toutes les sociétés d'auteurs en France. Donc on va reprendre notre comparaison et le système américain et tout ça, et vraiment sur le détail, on va dire les scandales ou les choses qui pourraient s'améliorer pour la rémunération des scénaristes français. Ça rendez-vous cet après-midi à 15h. C'est ça. C'est ça, à 15h. Donc alors, je ne vais pas beaucoup approfondir ça. Enfin, ce que je cherchais juste à dire, c'est que c'était un peu plus compliqué que d'un côté, en France, une rémunération qui serait proportionnelle parce que la loi le prévoit, et aux États-Unis, une rémunération qui ne le serait pas parce que le copyright autorise une rémunération non proportionnelle. En fait, des scénaristes et réalisateurs puissants ont pu, dès avant cette loi aux États-Unis, négocier des rémunérations proportionnelles par contrat, sous différentes formes. Voilà. Ensuite, une différence là majeure, c'est la non-codification d'un droit moral aux États-Unis, qui n'est pas seulement, comme ont pu l'écrire certains juristes, le reflet d'une philosophie complètement différente du copyright, mais qui est le résultat d'une victoire des producteurs qui ont réussi aux États-Unis à s'opposer à la codification d'un droit moral. Dès les années 30 et puis à nouveau dans les années 80-90. Le droit moral, ça consiste en quoi ? Alors le droit moral, ça consiste en plusieurs choses. Il y a notamment un droit de paternité qui est une forme de reconnaissance de la qualité d'auteur des co-auteurs, qui autorise la signature de l'œuvre, etc. Voilà. Et un ensemble d'autres droits qui permettent notamment de s'opposer à un remontage du film par les producteurs ou les distributeurs une fois le film jugé achevé. Ce qu'on appelle le final cut. Oui. Voilà. Final cut qui est partagé en France par les co-auteurs, le réalisateur et le producteur. Ce qui est... Alors, aux États-Unis comme en France, les producteurs se sont opposés à la codification d'un droit moral. En fait, le rapport de force était moins défavorable aux scénaristes, aux réalisateurs en France qu'il ne l'était aux États-Unis. Et ça, il faut le savoir pour éviter des visions un peu culturalistes ou nationalistes. Mais tout ça, c'est le résultat de lutte syndicale. C'est le résultat de lutte syndicale et de rapport de force. Le lobby des producteurs américains, la MPAA, a été extrêmement puissant politiquement tout au long du XXe siècle. Ces droits-là dont je vous parle ont été les représentants
juridique des sociétés de production américaines, c'était les juristes certains des juristes les plus reconnus du pays, les mieux rémunérés en termes de services professionnels, disons, et le rapport de force politique aussi était énorme entre les différentes organisations. Donc c'est là-dessus que c'est pour moi l'explication majeure des différences entre les deux. Voilà. C'est très encourageant pour nous, Oscar, de savoir que des principes qui sont considérés presque comme des différences culturelles viennent de combats politiques. C'est ça, ce ne sont pas des différences culturelles vraiment, hein, parce que les scénaristes, réalisateurs français et américains ont revendiqué les mêmes droits, mais le rapport de force politique, économique, juridique a été, disons, plus équilibré en France qu'il ne l'a été aux États-Unis, où les producteurs ont obtenu satisfaction pour la plupart de leurs revendications au niveau du copyright. Et en France, disons, la loi française est en fait le résultat d'une sorte de marchandage où les producteurs ont cédé le statut d'auteur et ont cédé le droit moral en contrepartie d'un large contrôle de la manière dont étaient rémunérés les auteurs, et en contrepartie de l'imitation du droit moral aussi, notamment le fait qu'il ne s'applique pas avant que le film soit achevé, ce qui empêche notamment les écrivains, les scénaristes de s'opposer à des modifications de leur scénario qui jugeraient négatives. Voilà. Donc, c'est très important à savoir, c'est cette question de rapport de force professionnel. Ensuite, un autre point qui est très important est qu'aux États-Unis, les scénaristes comme les réalisateurs, du moins certains d'entre eux, bénéficient de droits codifiés par ce qui s'appelle les Basic Agreements. Mais ce sont des conventions collectives, des accords collectifs qui sont négociés directement entre les guildes de scénaristes et de réalisateurs, chacune individuellement, disons, vis-à-vis de représentants des sociétés de production cinématographique, certaines sociétés de production cinématographique. Et donc ces conventions collectives qui datent un peu de l'époque du New Deal et qui ont été beaucoup renégociées depuis, qui sont en permanente renégociation. Voilà, il y a un nouvel accord qui est signé environ tous les 5 ans. Elles accordent un certain nombre de droits économiques, artistiques, et forme d'équivalence d'un droit de paternité à certains scénaristes. Alors, ces conventions collectives elles-mêmes sont beaucoup moins connues que le copyright, mais elles-mêmes sont relativement fantasmées en France aussi. Déjà, il faut savoir qu'elles ne concernent qu'une fraction des scénaristes, réalisateurs en activité, et pas n'importe quelle fraction, ceux qui travaillent pour, disons, de grandes, moyennes sociétés de production. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris aussi, parce qu'il y a Julie Père, qui est scénariste française, qui vit à Los Angeles et qui nous a parlé un peu de l'intérieur aussi de comment elle a essayé de travailler aux États-Unis. Si je comprends bien, pour bénéficier, on va dire, des avantages ou de l'encadrement proposé par ces sortes de conventions collectives, il faut adhérer à quelque chose, il faut être membre de la guilde. Alors, il faut être membre de la guilde. Et ces guildes n'ont des accords qu'avec certaines sociétés de production, qui sont des sociétés de production plutôt à gros budget. Alors ça concerne l'essentiel des grandes sociétés hollywoodiennes, des moyennes sociétés, mais ça ne concerne pas tout le monde. J'avais fait un comptage un peu sur les réalisateurs, je ne l'ai pas sur les scénaristes, mais par exemple, j'avais vu que pendant des années 2000, je crois, seulement la moitié des cinéastes primés à Sundance étaient membres de la guilde et donc bénéficiaient de ces accords. Donc c'est pour donner une... important parce que c'est important à savoir. Ouais. Qu'on sait peu parce qu'on pense que tous les auteurs américains sont couverts par ces protections sous prétexte qu'on est sous le régime du copyright. C'est deux choses différentes. C'est pas une convention collective, disons, qui serait étendue à l'ensemble de la branche comme ça peut être le cas en France. Ça concerne certaines sociétés de production et donc les scénaristes et réalisateurs qui travaillent pour ces sociétés de production. Et autre point très important, les membres des guildes, donc qui doivent respecter ces accords, ne peuvent pas travailler hors de ce cadre et donc avec des sociétés qui sont non signataires des accords.
Et ça, c'est important à savoir aussi, parce que j'ai rencontré aux États-Unis un certain nombre de réalisateurs, encore une fois, qui étaient de jeunes cinéastes ou qui travaillaient pour du petit budget, qui disaient moi, je ne veux pas rentrer à la guilde parce que c'est me priver d'opportunités d'emploi. Quand j'atteindrai une certaine reconnaissance, je serai peut-être heureux d'y rentrer encore. Mais en attendant, ça m'empêcherait juste de travailler. Ça m'empêcherait juste de payer la protection quand même. Donc c'est vraiment important à prendre en compte parce que c'est peu connu en France. Voilà. Oui. On veut savoir s'il y a plusieurs guildes aux États-Unis. Il y a une guilde des réalisateurs, une guilde des scénaristes qui a 2 branches. Enfin, elles sont un peu territorialisées, mais ce sont des organisations. Elles ont une forme de monopole de la représentation. Il y en a une pour une pour les scénaristes, une pour les réalisateurs. Oui. C'est tout. Après, il y a des organisations professionnelles pour d'autres. Il y a la guilde des acteurs, la guilde. Oui, non, on parle que des. Okay. Mais parlons que des scénaristes, par exemple. Il y a ce WGA, c'est la Writers Guild of America, c'est ça. Voilà. C'est ça. La Writers Guild of America, qui s'appelait la Screenwriters Guild au moment de sa création, et qui au début concernait le cinéma, qui s'est battue avec une autre. Il y a eu une fusion entre la guilde, télé et la guilde au cinéma après d'âpres batailles, mais une organisation a eu le monopole, quoi. Donc la situation, c'est un peu comme si il y avait une SACD pour les scénaristes, une SACD pour les réalisateurs, et qu'elles avaient le monopole de la représentation professionnelle. Notamment. Alors, c'est intéressant la comparaison avec la SACD, parce que la SACD, c'est pas un syndicat, c'est une société de perception de droits. Est-ce que les guildes américaines sont liées à la perception des droits ? Oui. Voilà. Alors, elles assurent des fonctions de forme de gestion collective aussi. Ça, je vais y venir très vite. Mais en gros, les trois dimensions, les 3 éléments importants qu'il y a dans ces accords, c'est d'abord la question des génériques, des crédits, donc la mention du nom des scénaristes sur les génériques, sur les affiches de films, etc. Ça a été une des premières revendications. Donc, pouvoir être reconnu comme celui ou celle qui a écrit le film. C'était une des premières revendications vraiment fondatrices de ces guildes. Et la mention des noms, l'attribution de l'écriture d'un film au scénariste est gérée par ces guildes. Et ce que fait cette guilde des scénaristes, c'est, depuis qu'elle a obtenu ce droit dans les années 40 de contrôle des génériques, c'est de limiter le nombre de scénaristes qui ont droit à être mentionnés au générique. Voilà. Peu importe le nombre de scénaristes qui ont contribué à l'écriture d'un film, il y en a parfois beaucoup pour des grandes productions. La guilde limite le nombre de noms mentionnés à 2. Ça veut dire que même s'il y a 4 auteurs du scénario, donc ils sont tous à la guilde, ces 4 auteurs, pour faire un film entre guillemets estampillé guilde, pour un studio ou un producteur estampillé guilde, il n'y en aura que 2 qui seront cités. Oui. Voilà. Je me demande si exceptionnellement il n'est pas possible d'en avoir 3, mais en tout cas c'est limité. Et la justification qui a été avancée, c'était de valoriser l'activité de scénariste. L'idée, c'était que si on mettait trop de noms de scénaristes au générique, le métier apparaîtrait dégradé. Et il est vrai que dans ces luttes de définition des auteurs, les producteurs, les réalisateurs aimaient bien dire
Ce qui est particulier dans l'écriture, c'est qu'on écrit seul, sauf à Hollywood, on écrit à plusieurs. Donc regardez, ces scénaristes ne sont pas très importants. La preuve, il y en a 4, 10 qui écrivent un film, donc ce n'est pas véritablement une œuvre personnelle, etc. Alors que la réalisation, c'est une activité individuelle, donc c'est moi l'auteur, quoi, en gros. Mais donc, contre cette dévalorisation de l'écriture via la mise en avant de sa dimension collective, la Guilde a mis en place donc cette pratique qui consiste qui est très encadrée, à limiter le nombre de scénaristes mentionnés au générique, avec des règles très précises, et même des pourcentages, disons, de contribution au scénario final. Juste pour vous donner voilà. Si l'auteur, si le scénariste qui a participé est l'auteur de la première version du scénario, il faut qu'il ait écrit au moins 33% du scénario final pour être crédité au générique. Si il s'agit d'un scénariste qui est intervenu après une première version, il faut qu'il ait écrit au moins 50% du scénario définitif. Alors vous imaginez que des pourcentages comme ça, 33%, 50%, ça peut être assez difficile à établir. Et tout ça, ça donne lieu à des conflits, des arbitrages qui sont gérés par la Guilde elle-même. Voilà. Et... Est-ce que c'est négocié de gré à gré entre co-auteurs, ces pourcentages? Non, ils font des procès, on est en Amérique. Alors c'est la société de production qui soumet à la Guilde sa proposition. Et ensuite, il peut y avoir arbitrage si des membres de la Guilde s'estiment lésés par ce générique et par l'absence de leur nom, en gros. Et ensuite, s'il y a du coup conflit, c'est arbitré par la Guilde nécessairement, voilà, c'est prévu dans les accords. Ce sont des comités de scénaristes, représentants de la Guilde qui tranchent. Après avoir auditionné les scénaristes, après leur avoir demandé de soumettre toutes leurs contributions, le matériau sur lequel ils se sont appuyés, etc. Une sorte de comment dire... c'est pas un procès, c'est un arbitrage. Voilà. Alors en France, on a quelque chose, une structure qui s'appelle l'AMAPA, qui est une structure autonome, qui ne dépend pas d'un syndicat, qui a pour mission aussi, et pour projet en tout cas, de faire des médiations entre auteurs ou entre producteurs et auteurs, ou entre réalisateurs et auteurs, quand il y a des conflits de ce type. C'est-à-dire avant d'aller en justice, on essaye, parce que ce genre de choses arrive, enfin pas à cause de règles génériques, mais aussi pour des histoires de droit, quand les scénarios, les écritures se succèdent, et qu'effectivement... mais tout ça se discute beaucoup, puisqu'on peut très bien construire un film, inventer sa structure, sa dramaturgie, et ensuite, réécrire tout le scénario, tous les dialogues, en changeant des personnages, mais toujours sur cette même dramaturgie. Donc, est-ce que c'est pas à la ligne qu'on compte un pourcentage de scénario? Alors j'ai commencé par cette question des génériques parce qu'elle est très importante, et c'est notamment... Alors, en fonction de la mention ou non du scénariste au générique, il n'aura pas exactement les mêmes droits économiques et artistiques non plus. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'autres droits prévus par ces conventions collectives sont liés à cette question du générique qui, en elle-même, a des effets importants sur la reconnaissance professionnelle, etc. C'est un gros enjeu d'être mentionné au générique professionnellement parce que c'est ensuite... un signe de professionnalisation qui sert à l'avancement dans la carrière, etc. Donc ensuite, les guildes, l'accord collectif prévoit un certain nombre de droits économiques et d'abord des rémunérations minimales. Ces rémunérations minimales varient selon le budget du film, avec deux grandes catégories. Petit budget, moins de 5 millions de dollars, donc ça donne un ordre d'idée un peu quand même du type de production dont il s'agit. Et gros budget, au-delà de 5 millions de dollars,
Sachant que pour les réalisateurs, c'est différent, il y a plus de tranches. Voilà. Mais donc, ces rémunérations minimales varient selon le budget des films et elles varient aussi selon le type de contribution à l'écriture. Alors, je vais vous donner quelques exemples, pas tous, mais il y a environ 10 catégories. Est-ce qu'aux États-Unis, on connaît le budget du film avant? Est-ce qu'il faut attendre que le film soit financé comme en France? Alors, c'est une estimation. D'accord. C'est une estimation, mais par contre, il y a une règle dont je ne connais pas tous les détails, etc., mais qui interdit que ce montant des rémunérations dépende soit associé à l'obtention d'un financement a posteriori, l'écriture, etc. Et il n'y a pas de corrélation, d'indexation de la rémunération sur le budget du film. Par contre, il y a des rémunérations minimales qui varient selon qu'il s'agit d'un film à petit budget, moins de 5 millions, et à gros budget. Ça varie de 1 à 2, à peu près. Ça change un peu selon, mais c'est vraiment la rémunération minimale, elle varie de 1 à 2 selon que ce soit un petit ou un gros budget. Alors, quelques exemples. S'il s'agit de l'écriture d'un scénario original avec traitement, le minimum c'est 76 000 $ pour petit budget et 143 000 pour gros budget. Si le scénario n'est pas un scénario original, 67 000 ou 124 000 en cas de gros budget. Donc ça, ce sont pour les c'est pour les films guild encore. Hein. Oui, pour les films guild, hein, toujours. C'est les films non guild, pas de rémunération minimale du tout. Hein. Tout se fait par contrat. Mais les films guild, c'est ça. Ensuite, des minimums sont aussi prévus pour des contributions plus limitées. Par exemple, une histoire originale, sans scénario, mais juste l'histoire originale. Voilà. Là, c'est 33 000 $ le minimum pour un petit budget et 54 000 pour un gros budget. La première version d'un scénario, c'est 28 000 pour un petit budget. La réécriture, c'est 24 000 pour un petit budget. Le polissage d'un scénario, le polish, c'est 12 000. Voilà. Et moins si ce polissage concerne que moins de 5 minutes du film final. Donc voilà, c'est très détaillé, ces rémunérations minimales. Et ça varie grandement selon les types de contributions à l'écriture du film. Ensuite, un calendrier de paiement est prévu aussi. Alors avec au minimum 5 000 $ ou, si la somme est supérieure, 10% de la rémunération totale dès l'embauche. Ouais. Voilà. Ensuite, ça peut-être que ça va vous intéresser, les sommes doivent être versées au mieux 48 heures après remise du travail demandé, au plus tard, je crois que c'est 1 semaine ou 2 semaines. Voilà. C'est après livraison du scénario. Sachant que différentes étapes de paiement sont prévues. Par exemple, pour un scénario original où tout serait écrit par un même scénariste, c'est 35 000 pour le traitement, petit budget, 30 000 pour la première version du scénario, puis 12 000 pour le scénario final. Et donc avec un paiement rapide quand même après livraison de ces versions-là. Bon, après, j'imagine qu'il y a négociation sur ce qu'est un scénario final, etc. Pour le scénario, par scénariste. Par scénariste. Mais du coup, scénariste qui... Oui, tout est par scénariste. Oui. Dans les chiffres que je vous donne là. Ouais. Mais donc il faut avoir en tête aussi, faut pas comparer ça brutalement. C'est pas les mêmes échelles de budget non plus. Hein. Non, et puis surtout, moi, j'ai le souvenir de ce que nous a raconté Julie Père, qui est qu'une grande partie de cette somme, elle disparaît très vite, à la fois dans l'adhésion à la guilde, qui est quelque chose qui coûte très cher, et aussi dans les droits, tout simplement, l'assurance maladie, la retraite. Enfin, c'est-à-dire que les cotisations sont beaucoup. Bon, évidemment, en France, nous, les auteurs français, on cotise aussi pour tout ça.
mais les cotisations aux États-Unis sont énormes. Donc elle nous avait fait le calcul, je ne sais pas si toi tu l'as précisément, mais la moitié s'en va en fait. Alors après, en cotisation, soit en cotisation à la guilde, soit en cotisation sociale. Alors, ça dépend du montant de la rémunération. Tout ça, c'est des minimums que je donne. Après, tout est négocié, encore une fois, par contrat au-delà du minimum. Après, aux États-Unis, en fait, avoir une assurance santé et une cotisation retraite via la guilde, c'est un avantage quand même majeur pour un certain nombre d'entre eux, dans un système où la sécurité sociale, effectivement, ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc la guilde fait office de caisse de retraite et d'assurance maladie, de sécurité sociale. C'est aussi quelque chose qui est organisé par la guilde. Et ce qui est quelque chose qui génère beaucoup de loyauté et de reconnaissance d'un certain nombre de professionnels aussi, vis-à-vis des guildes, parce que dans un pays avec des droits, disons, médicaux, sociaux bien plus limités, c'est pas négligeable. Voilà. Donc ça, ce sont des droits économiques relativement importants. Est-ce que la guilde est un intermédiaire pour négocier les contrats des scénaristes? Je rappelle que tous les contrats des films américains ne se font pas sous l'égide de la guilde. C'est une estimation, c'est 50%. Alors pour ces, je donnerai pas de chiffres, mais bon, c'est pas tous. Mais c'est pas tous, et c'est pas nécessairement la majorité. Ensuite, alors pour ses membres, elle intervient pour une forme de conseil. Ce que fait la SACD aussi d'ailleurs, et elle intervient pour vérifier que les contrats signés sont bien en accord avec les règles des conventions collectives, là, qui est une nécessité. Donc les contrats individuels ne peuvent pas déroger aux règles prévues, mais elle n'a pas fonction d'agent, si vous voulez. La négociation du contrat se fait aussi via... de gré à gré avec agents. Voilà. Pour continuer un peu sur les rémunérations économiques, c'est le dernier point, des residuals, prévus aussi par ces accords, qui là sont plus... donc disons, les rémunérations minimales, c'est un peu le pendant du MG, quoi. Ouais. Les residuals, c'est un peu le pendant soit de la rémunération proportionnelle, soit des droits télé gérés par la SACD, soit des primes un peu qui existent dans un certain nombre de contrats en France, même s'il peut y avoir aussi des primes négociées par contrat aux États-Unis. Alors, ces residuals, donc, ils ne concernent pas la diffusion des films de cinéma dans les salles, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. Donc pour ça, c'est la rémunération minimale et tout ce qui est négocié par contrat, mais pas de residuals pour la salle. Il concerne toutes les autres exploitations et leur montant pour les scénaristes est de 1,2% des revenus bruts du distributeur pour la diffusion à la télévision, gratuite ou payante, pour la diffusion sur le câble et sur les nouveaux médias, dont streaming, donc 1,2% des recettes distributeurs. Pour la vente de cassettes et de DVD, bon, ça intéresse moins maintenant sans doute, mais 1,5% des recettes brutes de la société de production et 1,8% au-delà d'1 million de dollars. Et pour la VOD, 0,36% des recettes brutes des distributeurs jusqu'à 50 000 unités et 0,65% au-delà. Mais alors ces residuals, ils ne sont pas liés à la rémunération minimale ou au MG ou voilà, ou à l'amortissement du film. Ils sont, c'est comme les droits télé gérés par la SACD. Ce sont des droits de diffusion en plus, voilà, dont le montant est celui que je viens de vous donner et qui sont gérés collectivement par les guildes. Là, les pourcentages que j'ai donnés, c'est scénaristes. Et là, c'est une enveloppe globale, par contre. C'est une enveloppe globale qui est partagée entre les scénaristes. Il y a une question là dans la salle. Bonjour. Ma question est peut-être un peu naïve, mais vous n'avez pas abordé en fait le mode de fonctionnement de travail qui est lié
au modèle économique. Et en fait, en France, notamment pour les scénaristes de séries, où on commence à travailler avec un showrunner et puis un système d'atelier qui est basé sur le modèle américain. Comment est-ce que ça peut fonctionner, puisque du point de vue économique, en France, il y a un enjeu avec qui va être crédité, qui va avoir des droits d'auteur, alors que finalement, aux États-Unis, le problème autour de la table est balayé, puisque c'est une rémunération qui est quand même plus assurée, plus fixe. Est-ce qu'un modèle de travail comme celui-là peut être viable si on a un modèle économique qui est totalement différent? Alors, je rappelle qu'ici, vraiment, on se concentre sur le cinéma, tellement les choses sont différentes entre télévision et cinéma. Je vais laisser répondre Jérôme. Moi, désolé, je vais faire un peu l'universitaire là-dessus, mais j'ai pas fait de test de viabilité et je suis pas économiste et je ne pense même pas que les économistes puissent véritablement produire des choses parfaites là-dessus, mais sur la viabilité d'un tel système en France, tel système, c'est le résultat de lutte, hein, ça s'importe pas comme ça, voilà. Et sur la télévision, alors j'ai peu travaillé ça. Le système que j'ai décrit pour le cinéma n'est pas très différent pour la télévision, avec des luttes aussi sur le crédit au générique, etc. Comment dire, sur ce point-là, je rappelle encore que on parle d'un système comme ça là, mais ce n'est qu'une composante du monde du cinéma américain. Mais pardon, c'est pas tellement la viabilité économique, mais ce qui découle des conditions de travail et de la perception qu'en ont les scénaristes. Moi, j'ai pas compris exactement. Alors, conditions de travail, vous entendez donc comment coopèrent à partir du moment, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent coopérer plus sereinement s'il y a un enjeu pour savoir qui est crédité à la sortie. Alors que finalement aux États-Unis, comme la rémunération me semble plus fixée dès le départ, est-ce que les échanges se font plus librement autour d'une table alors qu'en France, je suis très étonnée par ce que vous dites, parce que moi je fais pas de télévision, mais au moins, quand je travaille pour le cinéma, il m'arrive d'être la deuxième, la troisième scénariste successive sur un projet. Mais je signe mon contrat, je négocie mon contrat, même si je ne le signe pas tout de suite. Avant de travailler, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de savoir qui a fait quoi en tout cas pour discuter, pour négocier son contrat. Vous faites référence en France à ce qui se passe quand on remplit le bordereau SACD. Je sais pas. Je peux juste dire une chose à ce sujet, puisque je connais un petit peu la manière dont ça se passe. Déjà, de toute façon, en France, quand on a un contrat de droit d'auteur, normalement, on doit être crédité au générique. Donc, si on travaille sur une série et qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent, chaque personne qui a un contrat de droit d'auteur doit être créditée au générique. Après, il y a un gré à gré qui se fait pour savoir quel pourcentage, comment la répartition des pourcentages va se faire. Mais sur le crédit générique, c'est une obligation. À partir du moment où on a un contrat de droit d'auteur sur une série, on va être crédité. Donc il n'y a pas de risque de ne pas être crédité, contrairement visiblement à ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on vient d'apprendre. Alors la paternité, c'est une dimension du droit moral, le droit de paternité. Donc effectivement, et ce droit moral est inaliénable en droit français, ce qui fait qu'un scénariste reconnu comme co-auteur ne peut pas se défaire de son droit à être, s'il le souhaite, être associé au nom du film, c'est donc inscrit au générique, quoi. Voilà. Après, et à partir du moment où le scénariste, l'auteur est inscrit à un contrat de droit et inscrit au générique, effectivement, après, il faut négocier avec les autres auteurs pour le pourcentage, pour ce qui s'appelle des droits de diffusion, qui sont un peu comme les residuals de Jérôme. Après, sur les coopérations sereines, peut-être, juste un point. Je suis pas sûr. Je pense pas que les coopérations soient plus sereines en France ou aux États-Unis. Je pense que ça varie grandement selon les configurations, les relations entre les scénaristes, entre les différents scénaristes et les producteurs, les réalisateurs, etc. Donc c'est très variable. Et si vous voulez, je suis pas sûr que la course
à la mention du nom au générique soit toujours très propice à de bonnes ententes entre les scénaristes américains, non plus que ce soit télé ou cinéma. Peut-être le dernier point, parce que je sais qu'on va devoir finir, c'est que ces conventions collectives, elles prévoient aussi des droits dits créatifs. Et c'est notamment dans ce cadre-là que les réalisateurs bénéficient du droit au Director's Cut, qui n'est pas un Final Cut, mais vous le savez, le droit de réaliser un montage et de le soumettre aux producteurs qui peuvent ensuite faire ce qu'ils entendent, à moins que on soit très puissant et qu'on soit capable de négocier un Final Cut par contrat. Donc les scénaristes ont aussi un certain nombre de droits dits créatifs qui sont censés à la fois valoriser leur activité et leur permettre d'intervenir à différentes étapes ou de travailler avec une certaine autonomie professionnelle au moment de l'écriture, puis d'être associés à d'autres choix pendant le tournage notamment. Ce sont des droits quand même assez limités. Il s'agit par exemple, ils ont droit au moment de l'écriture, l'auteur d'un scénario original a le droit d'être consulté quand il y a embauche d'un autre scénariste pour le remplacer. Certains des droits sont par exemple des droits à une réunion avec les producteurs et les réalisateurs au moment de l'embauche du réalisateur. Certains scénaristes bénéficient du droit de rencontrer le producteur, de rencontrer le réalisateur. Alors ça, ils n'ont même pas le droit absolu, c'est un peu ça reste au bon vouloir du réalisateur, mais ce sont ce genre de choses qui sont codifiées. D'autres droits sont par exemple celui d'être invité à la première si la société de production l'accepte, et le droit de visiter le tournage, mais le réalisateur peut dire que c'est pas le bon moment. Mais la société de production est quand même, a quand même l'obligation d'organiser une visite du scénariste avec éventuellement accompagné sur le tournage à un moment. Donc il a droit à sa visite au moins une fois. Mais si le réalisateur dit que là, c'est quand même pas trop le bon moment, bon, ça se fera à un autre moment, quoi. Voilà. Non, quand même, il y a des choses un petit peu plus substantielles pour certains scénaristes crédités, notamment la possibilité d'être mentionné dans le dossier de presse des films, ce qui n'est pas négligeable, mais je crois qu'il y a quelques exceptions. Pour nous, scénaristes français. Voilà. Mais par contre, la question m'avait été posée. Rien n'oblige, bien évidemment, les critiques à mentionner le nom des scénaristes dans leur critique, hein, ou les journalistes. Ça reste à leur bon vouloir, mais enfin, c'est pas juste la liberté du critique. C'est lié à, disons, des rapports de force symboliques, des inégalités de reconnaissance entre scénaristes et réalisateurs qui sont pas forcément équivalentes en France et au cinéma ou à tous les pôles du champ du cinéma. Donc pour juste peut-être mon mot de la fin, peut-être, ce serait que en fait, c'est pas les différences entre le droit d'auteur et le copyright qui rendent puissant ou misérable, quoi. C'est la condition économique et la condition même artistique des scénaristes français et américains. Elles dépendent de leur pouvoir et de leur reconnaissance personnelle, quoi, enfin de leur degré de professionnalisation, de la reconnaissance qu'ils ont acquise à travers leur métier, leur activité précédemment. Ça dépend de s'ils travaillent pour des films à gros, petits budgets, etc. Et tout particulièrement aux États-Unis, les droits sont très variables selon que les auteurs et leurs sociétés soient puissantes ou non. Les droits des auteurs et des sociétés sont plus encadrés lorsqu'il s'agit d'auteurs reconnus et de grandes sociétés de production. Il y a moins d'encadrement pour les plus petits budgets, pour les débutants, etc. En France, il y a aussi, vous le savez, d'immenses inégalités, à la fois économiques, mais aussi en termes de type de droit, type de rémunération, selon que
on fasse camping ou qu'on fasse un film d'auteur. Oui. Et même aussi, nous, en faisant le livre, on a observé qu'il y a une grande différence aussi parmi les générations. C'est-à-dire selon si on commence aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, évidemment, que quand nous, ma génération a commencé il y a 25 ou 30 ans. Et dans les deux pays, vraiment, disons que c'est aussi au niveau des contrats que les choses se négocient, quoi. Donc c'est en fait le droit d'auteur comme le copyright qu'on oppose souvent sont deux systèmes très libéraux en fait et qui ont moins de différences qu'on l'imagine. Voilà, merci beaucoup Jérôme. Il y a la table ronde suivante qui nous attend. Bienvenue. Je suis désolée de devoir un peu écourter. Il y avait sans doute des questions. On recommencera. Une question finale ? Oui. Alors, le Director's Cut, c'est ce qu'ont obtenu donc, les réalisateurs américains dans les années 60. Ceux qui sont membres de la guilde, c'est le droit de proposer leur propre montage du film, le montage qu'ils souhaitent, de le présenter à la société de production, qui ensuite est libre d'accepter ou non ce montage. Le Final Cut, ce serait le droit d'accepter pour le réalisateur le montage définitif. Et ça, la guilde ne l'a pas. Et d'ailleurs, elle ne peut même pas légalement l'avoir, parce que si la guilde l'obtenait, elle sortirait du cadre du droit du travail. C'est un truc qui est un petit peu compliqué, mais le lien de subordination entre producteur et réalisateur ne serait plus codifié. Et du coup, le droit à ces conventions collectives tomberait. Ce qui font qu'en l'état actuel du droit américain, du droit du travail américain, les conventions collectives ne peuvent pas accorder aux réalisateurs américains le Director's Cut. Et peut-être un point aussi, l'histoire, c'est une affaire d'opportunité en fait, que finalement les droits des réalisateurs et des scénaristes américains soient plus développés dans le cadre du droit du travail que dans le cadre du copyright. Je m'excuse, là, on va s'arrêter, mais en tout cas, moi, ce que j'en conclus aussi, c'est que tout ça, effectivement, ça n'est pas culturel, ça n'est pas des histoires d'usage, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est le résultat de négociations continuelles entre juristes, entre auteurs, entre réalisateurs, scénaristes, producteurs, et que il n'y a pas à se dire qu'il faut troquer un système contre un autre. Tout avance avec le temps, se discute. Et voilà. Bon. Merci infiniment, Jérôme. Je vois que ça intéresse beaucoup de gens. La thèse de Jérôme, elle est lisible en ligne. Si vous vous intéressez à son travail, on peut lire son travail en ligne. Et il y a un livre qui sortira. Oui, il y a un livre qui sortira. Oui, pas de date encore, mais la thèse est disponible en ligne. J'ai quelques publications en ligne aussi, notamment une qui va sortir en juin sur les luttes de définition des auteurs, si ça vous intéresse. Donc, comment les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs se sont battus pour obtenir à la fois le droit d'auteur au nom de différentes sur Internet, vous trouverez certainement son mail à le joindre et lui poser des questions complémentaires si vous le désirez. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir assisté à cette première rencontre. Merci beaucoup Jérôme. Merci. À bientôt j'espère.